Je vous propose d'accueillir une dernière présentatrice, cette fois-ci Nathalie Hilmy, qui est docteur en sciences économiques, qui est spécialisée en macroéconomie et finances internationales. Alors en 2010, elle a rejoint le Centre scientifique de Monaco, là où travaille Denis Allemand, en tant que responsable de la section économie environnementale. Et elle a collaboré avec les laboratoires de l'environnement de l'AIEA pour lancer des études de corrélation entre les sciences de l'environnement et l'économie, afin de mieux évaluer l'étendue socio-économique des impacts et des coûts de l'action par rapport à l'inaction face aux émissions de CO2. Elle est chargée de la coordination, de la préparation et de l'organisation de la série d'ateliers « Combler le fossé entre les conséquences de l'acidification des océans et l'évaluation économique ». Atelier organisé à Monaco tous les 2 ans. Je vous invite donc à rejoindre la... Elle va, en une demi-heure, nous parler des conclusions du dernier rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère au niveau du changement du climat. Bonjour à tous et je remercie les organisateurs pour cette conférence très intéressante et merci de m'avoir invité. Je vais vous présenter les conclusions du rapport du GIEC, le rapport spécial sur l'océan, la cryosphère dans le contexte du changement climatique, qui a été approuvé le 24 septembre 2019, donc il n'y a pas très longtemps, par 195 gouvernements membres du GIEC. Donc l'objectif de ce rapport spécial était bien sûr de mettre en évidence les risques que le changement climatique fait courir à deux très importants lieux, l'océan et la cryosphère, mais aussi donner les clés pour les gouvernements pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, ce rapport spécial est le 3e rapport spécial dans le cycle AR6. Donc, en fait, le GIEC fait des cycles d'évaluation et là, on se trouve dans le 6e cycle. Il y a eu tout d'abord le rapport spécial 1,5 degrés Celsius, ensuite le rapport spécial sur la Terre et enfin le rapport sur les océans et la cryosphère dont je vais vous présenter les résultats. Les rapports du GIEC, en réalité, ce n'est pas de la recherche qu'on fait à partir de nos idées. On fait une évaluation des recherches existantes et on les évalue en tant qu'experts. On leur donne un degré de confiance plus ou moins élevé selon le nombre d'articles qui portent sur le sujet. C'est cette évaluation dans ce cas-là à porter sur les articles scientifiques, techniques, mais aussi socio-économiques, puisque le rapport spécial sur les océans et la cryosphère a été fait en collaboration avec les groupes de travail 1 et 2 du GIEC. Le groupe 1 est tout ce qui porte sur les sciences naturelles, le groupe 2 c'est tout ce qui est adaptation et sciences sociales. Donc l'objectif donc de ce rapport, c'est de faire un état des lieux de la connaissance sur les processus physiques et les impacts du changement climatique sur les écosystèmes océaniques, côtiers, polaires et d'altitude. On évalue aussi les conséquences sur les communautés humaines, donc pas uniquement les écosystèmes, pas uniquement les aspects physiques. Donc ça, c'était quelque chose d'un peu nouveau par rapport au rapport du GIEC. Ce sont des outils d'aide à la décision publique et privée, donc et aussi pour l'ensemble de la population, donc un peu nous sensibiliser à ces problèmes. Donc nous avons intégré bien sûr la connaissance scientifique, mais aussi les savoirs locaux et autochtones. Donc ça, c'était aussi une nouveauté dans ce rapport. Donc ce rapport a été réalisé avec 104 auteurs qui venaient de 36 pays. Nous avons évalué à peu près 7000 publications
On a eu plus de 30 000 commentaires à chaque phase de l'évaluation. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'est un rapport de confiance pour appuyer les décisions qui pourraient être prises, par exemple, à la COP25 qui va avoir lieu en décembre au Chili. Donc, je garde mes notes parce que vous imaginez que je ne peux pas résumer 104 auteurs à moi toute seule. Je suis économiste, donc pour les aspects scientifiques surtout, j'ai besoin de mes notes, sinon je risque de mélanger. Donc, l'océan et la cryosphère sont indispensables sur la vie sur Terre. On sait qu'il y a 170 millions de personnes qui vivent dans les régions de haute montagne. 680 millions vivent dans les régions côtières. On a 4 millions de personnes qui sont établies de façon permanente dans l'Arctique et 65 millions qui se trouvent dans les petits États insulaires en développement, les PEID. Donc en fait, ça nous semble loin, la haute mer, l'Arctique, l'Antarctique, la haute montagne, mais en réalité, nous dépendons vraiment d'eux, et je vais essayer de vous montrer ça dans ma présentation aussi. Nous dépendons d'eux pour différentes choses dans notre vie de tous les jours, pour le temps, le climat, l'alimentation, l'eau, l'énergie, le commerce, le transport, les loisirs, le tourisme, la santé, le bien-être, la culture et l'identité culturelle. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Alors ce schéma vous montre donc les interactions entre les différents lieux, que ce soit la haute montagne ou bien les régions polaires avec les océans. Donc le réchauffement planétaire a déjà atteint 1 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Donc ça, c'est à cause des émissions passées et présentes des émissions de gaz à effet de serre. On sait que l'océan se réchauffe. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires entraîne une élévation du niveau de la mer. Et donc, ça entraîne des phénomènes côtiers extrêmes. Donc, une interaction de tous ces lieux. On a un effet de cascade, en fait, entre les différents éléments. Si on a des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, cela va impacter autant les aspects physiques et biochimiques que les aspects biologiques, écologiques et aussi tout ce qui est humain. Donc, humain, économique, géographique, sociologique, tout ça, ça va être impacté. Et ce que nous allons faire va pouvoir aussi avoir un impact pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. Donc, ce rapport, il est alarmiste, mais d'un autre côté, il a un côté positif en disant si on fait quelque chose, on peut encore le faire. C'est pas trop tard. Donc, bien sûr, la capacité d'adaptation va dépendre des individus, des communautés, mais aussi des ressources disponibles. Donc, premier lieu qu'on va voir, c'est les hautes montagnes. Donc, selon le rapport, les populations des régions montagneuses sont de plus en plus exposées aux aléas et à la diminution de l'eau disponible. Les glaciers, la neige, la glace et le pergélisol sont en déclin et continueront de l'être. Selon les projections, ce recul devrait accroître les risques pour les populations. Par exemple, les aléas tels que les glissements de terrain, les avalanches, les chutes de pierres et les inondations. Les glaciers plus petits que l'on trouve par exemple en Europe, en Afrique de l'Est, dans les régions tropicales des Andes, en Indonésie, vont perdre plus de 80% de leur masse actuelle d'ici 2100, selon les scénarios des émissions observées. Donc ça va aller très vite. Et tout cela va impacter les loisirs. On peut penser au ski, etc., au tourisme et aux biens culturels. Donc on a ici un schéma qui va montrer que les impacts vont être autant au niveau physique, écosystème, que sur les aspects humains. Donc, excusez-moi. Donc, vous voyez que par exemple, au niveau des humains, c'est la dernière partie, la partie la plus basse, ça va impacter l'approvisionnement alimentaire, le tourisme, l'hydroélectricité, les réserves d'eau douce, l'hydroélectricité,
les infrastructures, le transport, mais aussi la santé, le bien-être, la culture, toutes les valeurs sociales. Donc la variation des quantités d'eau disponibles n'affectera pas seulement les populations de ces régions de haute montagne, mais aussi les communautés qui vont être situées plus en aval. Parce que l'eau va s'écouler, et donc ce sont les rivières qui vont arriver, et c'est les variations en ressources d'eau qui vont être impactées. Au niveau des glaciers, à quelques exceptions près, les 200 000 glaciers présents sur la planète fondent et se rétrécissent au fur et à mesure que la température atmosphérique augmente. La surface des calottes glaciaires et des océans fond. Dans la plupart des cas, les calottes glaciaires et les glaciers réagissent lentement à la température. C'est-à-dire que même si maintenant on arrêtait les émissions de CO2, la température, même si elle arrêtait d'augmenter, c'est pas pour autant que ça va arrêter de fondre. C'est beaucoup plus long que ça. Donc, on est déjà dans une période assez critique. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a encore des moyens de faire quelque chose. On peut faire des choses au niveau de l'atténuation, donc réduire les émissions de CO2, mais aussi d'adaptation, par exemple, la gestion intégrée de l'eau, la coopération transfrontalière. Il faut que les pays se mettent d'accord pour travailler les uns avec les autres. On peut pas décider quand on a une montagne entre deux pays. S'il y a un pays qui prend une décision, celui qui est à côté, s'il la prend pas, ça sert à rien en gros. Donc on va voir maintenant les régions polaires. Les changements dans la région polaire influencent la vie des gens sur Terre, quel que soit l'endroit où ils vivent. Donc ici on voit, pas trop l'écriture, mais on peut voir quand même que le niveau de la mer va continuer à augmenter dans les siècles qui suivent. Cette hausse pourra atteindre 30 à 60 cm environ d'ici 2100, quelles que soient les émissions de gaz à effet de serre, et même si le réchauffement planétaire est réduit. Si maintenant on le maintient à 2 degrés Celsius, c'est-à-dire à l'accord de Paris, on imagine que ça va quand même augmenter de 60 à 110 cm, puisque comme je vous disais, les glaciers continuent à fondre en fait. Alors au cours des dernières décennies, l'élévation du niveau de la mer s'est accélérée en raison de l'augmentation des apports de l'eau venant des calottes glaciaires, du Groenland et de l'Antarctique. Donc c'est le pôle Nord et le pôle Sud en gros, ainsi que la contribution des eaux de la fonte des glaciers et l'expansion des eaux marines qui se réchauffent. Donc ce schéma vous montre donc les différents endroits d'où vient l'eau de mer, et celui qui est en bas, vous voyez le niveau moyen de l'augmentation de l'eau de mer, et cette augmentation est due donc à ces différents endroits. Alors le GIEC aussi permet de dire là où on ne connaît pas assez d'informations, et par exemple au niveau de l'Antarctique, jusqu'à présent, on a beaucoup d'incertitudes. On a des prévisions, mais ces prévisions sont quand même incertaines. Donc on sait ce qui se passe actuellement, ce qui est observé. Par contre, au niveau des projections, les modèles doivent encore être affinés. Donc ça, c'est notre rôle d'expert aussi de dire quand on ne sait pas assez. Bien qu'elle ne contribue pas à l'élévation du niveau de la mer, une perte rapide de la glace des mers estivales dans l'Arctique a été observée au cours des dernières décennies. Outre la couverture, l'âge et l'épaisseur de la glace, ça a continué à diminuer. En 40 ans, 90% de la glace ancienne a disparu. C'est quand même beaucoup. Enfin, la mer de glace dans le centre de l'Arctique n'a plus qu'un quart de l'épaisseur qu'elle avait en 1975. Okay. Donc ce schéma permet de voir que certaines espèces vont monter vers les pôles, vont monter dans l'altitude. Ça, c'est vrai. Avec le réchauffement climatique, certains poissons vont monter. Il n'y a pas longtemps, en Islande, on a vu une augmentation des pêches parce que ils jetaient les filets à la mer et ils pêchaient beaucoup plus de poissons que d'habitude. Par contre, on a d'autres espèces qui vont disparaître. Les mammifères marins,
les phoques, les ours polaires, etc. Donc là, on a vu assez d'images qui sont assez choquantes de voir ces espèces disparaître. Donc, gelé depuis de nombreuses années, le pergélisol se réchauffe et se dégèle. Le pergélisol arctique et boréal renferme de grandes quantités de carbone organique, presque 2 fois le carbone atmosphérique, et risque d'entraîner, s'il dégèle, une hausse considérable des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est l'expérience que vous avez expliquée tout à l'heure. Quand on met un glaçon dans le whisky, ça fait du gaz. Et effectivement, ça renferme du CO2 et du méthane. Donc, quand la glace fond, on est en train de dégager du CO2. Donc, c'est vraiment encore doublement plus mauvais. Alors, en tant qu'économiste, je pourrais aussi relever un autre point qui pourrait être négatif. C'est qu'une étude américaine a récemment vu que 15% des réserves de pétrole mondiaux et 30% de réserves mondiaux de gaz se trouvent en Antarctique. C'est-à-dire que si les glaces venaient à fondre, il est évident qu'on irait les chercher plus facilement. Et vous comprenez aussi pourquoi le président Trump voulait racheter le Groenland. Il y a effectivement beaucoup de minerais et d'énergie fossile et autres qui se trouvent dans les pôles, notamment le pôle Nord. Donc voilà, donc ça c'est pour expliquer un petit peu l'actualité aussi et pourquoi il a décidé en tant que promoteur immobilier à la base d'aller acheter le Groenland, ce qui nous semblait un peu bizarre. Donc ici on voit les valeurs mensuelles de l'étendue de la banquise arctique. On voit qu'elle diminue. Et si le réchauffement planétaire se stabilise à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, l'océan Arctique ne serait libre de glace en septembre qu'une fois tous les 100 ans. Et pour un réchauffement de 2 degrés Celsius, c'est-à-dire seulement 0,5 degrés en plus, il le serait tous les 3 ans. Donc, vous voyez la différence. Donc, au niveau des populations, comme je vous disais, il y a 4 millions de personnes qui vivent de façon permanente en Arctique. Et ces personnes ont dû déjà s'adapter pour leurs déplacements, leurs activités de chasse à la saisonnalité. Donc, c'est en train de changer tout ça. Alors, leur capacité d'adaptation dépend beaucoup du financement. Donc, l'argent, quand même, quelque part, est derrière. Mais aussi les capacités, le soutien institutionnel. Faut pas oublier. En parlant de la hausse maintenant du niveau des mers, on a beaucoup de villes qui se trouvent sur les côtes. Pour donner quelques exemples de grandes mégalopoles, on a Tokyo, Bangkok, New York qui se trouvent au bord de la mer. En 2010, 30% des humains vivaient à moins de 100 km des côtes. Donc, ça fait pas mal de monde. Donc, comme ça a été déjà expliqué par Denis Allemand et d'autres collègues, en fait, quand l'élévation du niveau de la mer n'est pas due uniquement à la fonte des glaces, que ce soit dans les glaciers ou les pôles, mais c'est aussi l'expansion de la mer. Vous savez, avec la chaleur, ça se dilate, hein, les éléments se dilatent. Donc, ça fait monter le niveau de la mer. Et donc là, le GIEC évalue le niveau moyen de la mer, le niveau moyen de l'augmentation, du niveau de la mer entre 20 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle. Très vite quand même. Donc ce schéma vous montre, on voit pas très bien avec les différents scénarios. On voit où les éléments, tout ce qui arrive au niveau ce qu'on appelle des éléments qui provoquent les activités intenses, comme les marées hautes, les tempêtes intenses. Donc ça, c'est toutes les villes côtières qui risquent d'être impactées. Vous pouvez voir ce schéma de plus près dans le rapport du GIEC. Je suis désolée, là, ça c'est pas très visible. En tout cas, sans investissement majeur dans l'adaptation, donc là, je vous rejoins un petit peu, ces zones seraient exposées à des risques croissants d'inondation. Selon le rapport, tout semble indiquer que certains États insulaires deviendront inhabitables. Donc là, on pense à toutes ces migrations environnementales qui vont venir se rajouter à toutes les autres causes de migration politiques,
géostratégiques, etc. Donc, ces seuils d'habitabilité sont quand même très difficiles à évaluer. Donc, ça, c'est une limite du GIEC. Hein. On peut pas dire exactement le niveau d'habitabilité, mais on sait que ça va engendrer beaucoup de migration. L'intensification des vents, de la pluie associée à des cyclones tropicaux exacerbe les valeurs extrêmes du niveau de la mer et les aléas côtiers. Donc, on peut penser qu'avec un réchauffement supplémentaire, les événements qui se sont produits une fois par siècle vont se reproduire chaque année au milieu du siècle dans de nombreuses régions. Et là, on pense aux Caraïbes, avec tout ce qui se passe dernièrement. Donc, c'est en train d'arriver déjà. Donc, on a diverses approches pour mettre en place des politiques d'adaptation en réponse notamment aux inondations. Donc, Denis Allemand a parlé des digues, par exemple, ou de la construction de récifs pour protéger certaines côtes, puisqu'on sait que les récifs coralliens ont quand même un des grands services de protéger les côtes. Donc, ça, c'est une façon qu'il faut le penser. Donc, le rapport souligne la diversité des options disponibles pour chaque contexte, afin d'élaborer des réponses intégrées permettant d'anticiper l'ampleur de l'élévation future du niveau de la mer. Et là aussi, tout ce qui est monitoring, pilotage est très important, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prévoir l'augmentation du niveau de la mer. Maintenant, on passe à la vie marine. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais on a vu avec Denis Allemand donc que la mer est vraiment très importante pour absorber le CO2. Cela va malheureusement produire l'acidification des océans avec les impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes marins. Mais c'est aussi l'océan absorbe aussi plus de 90% de la chaleur supplémentaire générée par le réchauffement climatique. Donc l'océan a un rôle très important pour réguler le climat. Selon le rapport, le réchauffement de l'eau et le bouleversement de la chimie de l'océan perturbent déjà les espèces à tous les niveaux du réseau alimentaire océanique, ce qui a des répercussions sur les écosystèmes marins, mais aussi les populations humaines qui en dépendent. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui dépendent directement des pêches artisanales. Donc, eux vont être forcément beaucoup plus impactés. En tout cas, ils sont plus vulnérables au changement climatique. Le réchauffement de l'océan réduit le brassage entre les différentes couches d'eau et en conséquence diminue l'approvisionnement en oxygène et en nutriments nécessaires à la faune et à la flore marine. D'autre part, la fréquence des vagues de chaleur marine a doublé depuis 1982 et leur intensité augmente. Or, selon les projections, leur fréquence, leur durée, leur étendue et leur intensité devraient encore augmenter. Elles sont 20 fois plus fréquentes si le réchauffement est de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et 50 fois plus fréquentes si les émissions continuent d'augmenter fortement. Donc, on sait qu'avec l'absorption du CO2, on aura de l'acidification. À cause de l'acidification des océans, certaines espèces marines, notamment les mollusques avec les moules et les huîtres qui ont la coquille calcaire en carbonate de calcium, vont être dissoutes ou en tout cas endommagées. Donc on peut imaginer l'effet sur l'homme, l'économie, puisque l'homme en vit en fait. Dans certaines régions, c'est primordial. On fait de la culture de ces espèces pour les revendre, pour les exporter, si ce n'est pas pour s'en nourrir directement. Donc ce schéma vous montre les effets du réchauffement de l'océan, la perte de l'oxygène, les vagues de chaleur marine, mais aussi l'acidification des océans. Donc vous voyez, chaque fois ça monte, sauf l'acidification, en fait, représentée par le pH, donc lui descend. Donc vous voyez quand même, il y a des montées assez importantes. Donc ce schéma vous montre, comme tout à l'heure on l'avait vu pour la cryosphère, celui-là est appliqué aux océans. Vous avez l'impact sur les aspects physiques, les aspects sur les écosystèmes, notamment les récifs coralliens, et on voit aussi l'aspect sur tout ce qui est relatif aux humains et à leur économie,
comme les pêches, le tourisme, les loisirs, les traditions, les cultures, les croyances religieuses aussi. Les glaciers de haute montagne ont joué ce rôle, et là on le voit sur les océans, donc sur ce schéma. Donc on sait par exemple au niveau de la pêche que les mollusques, les poissons et les crustacés représentent 50% de protéines animales consommées dans de nombreux pays en voie de développement. Donc vous voyez, c'est des pays qui sont déjà pauvres et qui ont besoin de ces poissons ou de ces seafood pour vivre, et on leur enlève ça, pour eux c'est une catastrophe. Donc là, en fait, les changements dans la répartition des populations de poissons ont réduit le potentiel de capture. À l'avenir, ça va encore plus réduire. Et ça peut augmenter dans d'autres, comme je vous l'ai dit dans l'Arctique, mais en tout cas, la santé nutritionnelle et la sécurité alimentaire qui en dépendent vont être menacées d'une façon ou d'une autre. Alors, sur ce schéma, vous voyez l'impact sur les différents écosystèmes. Si je prends la première colonne, vous voyez par exemple sur les coraux tropicaux, ou en tout cas tempérés. Et là, vous voyez, c'est très rouge, c'est-à-dire qu'en fait, l'impact va être très important. Donc, une des façons de faire, c'est de faire de la gestion des pêches. Par exemple, déjà, si on réduit la surpêche, on réduit certains risques. On peut aussi créer des aires marines protégées, comme ça avait été dit dans les exposés précédents. Donc, la façon la meilleure pour résoudre tous ces problèmes, et ça, le GIEC le souligne à chaque fois et on le répète encore, c'est de réduire les gaz à effet de serre. C'est vraiment ce qu'il faut faire en premier lieu. Ensuite, on peut penser de gérer l'utilisation des ressources naturelles marines, par exemple, pour s'adapter aux changements futurs. Ça, c'est plutôt de l'adaptation. Donc, il faut vraiment jouer sur les deux volets, l'adaptation et l'atténuation, pour arriver à avoir des résultats. Et c'est clairement dit dans le rapport, à l'appui de tous les textes scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une recommandation comme ça. On utilise les textes scientifiques qui sont sortis dans des journaux de grande qualité pour expliquer aux décideurs politiques qu'il faut agir. Et il faut agir maintenant. En tant qu'économiste, je peux vous dire que si on n'agit pas maintenant, les coûts plus tard seront beaucoup plus importants. C'est-à-dire que si on retarde l'action, ça sera encore beaucoup plus cher plus tard. Donc, il vaut mieux le faire tout de suite pour sauver la planète, mais aussi notre économie. Donc, ça va de pair. Selon le SROC, la lutte contre le changement climatique peut également soutenir le développement durable si elle s'attache à contribuer équitablement, à distribuer équitablement la responsabilité de l'action, ainsi que les pertes et les gains découlant des choix sociétaux. Un défi majeur est le développement des capacités d'adaptation et de gouvernance à la hauteur des enjeux, en particulier dans les pays les plus vulnérables. De nombreuses options existent, comme la protection et la restauration des écosystèmes, des solutions et une gestion qui s'inspirent de leur fonctionnement naturel, et la réduction de nombreuses sources de pollution locale. Donc, ici, vous voyez au milieu, on a dit il faut faire quelque chose, donc il faut agir, et on a différentes options qui sont données. Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés Celsius, si possible, arriver à 1,5 degrés Celsius, on peut espérer. Et puis, pour cela, il faut des transitions. Il faut que la société change. C'est ce qu'on appelle la transformation sociétale. Il faut que les économies changent. Il faut une transition énergétique. Il faut énormément de choses qui soient mises en place. Et ça s'accompagne de moyens financiers, de moyens gouvernementaux, mais de volonté à tous les niveaux. Même au niveau personnel, puisque nos habitudes de consommation, si on arrivait à les changer, ça résoudrait une partie des problèmes. Donc, on parle pas uniquement au gouvernement, pas uniquement au secteur privé, aux industries, on parle aussi au public et à ses habitudes de consommation et alimentaire.
Donc, on voudrait donc le GIEC s'appuie donc sur ces connaissances scientifiques pour donner au gouvernement et aux communautés le moyen d'agir. Et on espère ainsi impliquer donc les différents acteurs dans cette vision du futur. Alors, je vais passer celle d'avant, voilà. Le rapport met en lumière les bénéfices d'une adaptation ambitieuse et efficace au profit du développement durable et à l'inverse les coûts et les risques toujours plus élevés liés à l'inaction. Il donne des preuves des avantages qu'il y a à associer les connaissances scientifiques et les savoirs locaux et autochtones afin de développer des options appropriées pour gérer les risques liés au changement climatique et améliorer la résilience. Il est le premier des rapports du GIEC à souligner l'importance de l'éducation pour améliorer les connaissances de base dans les domaines du changement climatique, des océans et de la cryosphère. C'est très bien qu'il y ait des jeunes, puisqu'en fait, vous êtes concernés dès le début. Le rôle de l'éducation est primordial et à tous les âges. Plus nous agirons rapidement et de manière décisive, plus nous serons en mesure de faire face aux changements inévitables, de gérer les risques, d'améliorer nos vies et d'assurer la durabilité des écosystèmes et des populations du monde entier, aujourd'hui comme pour demain. Merci.